Et l'objectif de cette rencontre aujourd'hui est d'échanger entre le comité électoral et la communauté. Et il était important aussi que les candidates à la présidence et les candidates au commissariat aux comptes soient aussi présents. L'occasion leur était donnée, l'opportunité était là pour s'exprimer devant ceux qui allaient à cette rencontre. Donc, Madame Nicole Guy, elle est là, et Amélie Kounan, qui est candidate au commissariat aux comptes avec Magui Marguerite. Très bien, donc, ceci étant, je vais passer la parole au porte-parole du comité électoral, c'est Nestor Brou, parce que je ne me suis pas présenté, je suis Yaya Savané, président du comité électoral. Ok, merci Président. Merci encore à vous tous d'avoir effectué le déplacement. C'est vraiment un peu décevant de convoquer sa communauté et puis voir une salle quasiment vide. C'est un peu décevant, mais nous restons sereins parce que nous sommes engagés dans une mission et nous n'attendons rien vraiment de spécifique de cette mission-là. Mais je tiens quand même à vous saluer et à vous dire merci du fond du cœur et particulièrement dire merci à l'une des candidates qui a bien voulu être avec nous, qui a bien voulu répondre à l'appel que nous avons lancé, bien que cet appel soit facultatif, elle a tenu à être là. Donc encore une fois, merci d'être là, candidate Nicole Guy. Alors, en principe, on doit commencer par l'information. En information, je tiens quand même à préciser que il y a 3 jours de cela, on a passé un message vidéo pour que le contenu soit diffusé au maximum dans la communauté. Et le point d'achoppement dans ce message-là tourne autour de deux points. Le premier point, c'était que nous, en tant que comité, on rencontre la communauté pour rendre compte de ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Et un deuxième point, c'était aussi d'offrir, de donner la possibilité aux candidates. Nous savons qu'elles ont déjà parcouru Londres, elles ont rencontré des communautés, elles ont fait du corps à corps, mais nous avons tenu à leur donner l'opportunité de s'adresser de vive voix à tout le monde ici. Donc c'était les 2 points. Projet qu'elle a, ou bien en tout cas ça va dépendre d'elle, mais nous lui donnerons quand même l'occasion de s'exprimer. Je tenais aussi à préciser que l'autre candidate, Odile Koné, elle n'est pas venue. Nous la comprenons parce que c'est facultatif. Mais la courtoisie aurait voulu quand même que soit elle-même ou bien un membre de son équipe contacte au moins le président du comité électoral ou en tout cas l'un de ses collaborateurs que nous sommes pour nous informer de ce que leur groupe ne serait pas ici. Mais rien n'a été fait. Bon, nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais c'est un manque d'élégance. C'est un manque d'élégance parce qu'après tout, nous sommes des Ivoiriens, on se côtoie, on se connaît. Ce n'est pas aujourd'hui que nous nous connaissons. Et donc ce n'est pas pour une question d'élection de communauté que nous allons déterrer des haches de guerre. Moi, je n'en vois pas. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc ça, c'était le côté information. Pour parler un peu de ce que nous avons fait. Je tenais à dire que lorsque le président a été nommé par M. Bois-Camon, qui était ambassadeur ici, mais qui n'est plus ici, il lui a donné plein pouvoir de former son équipe et de conduire le processus électoral. C'est ainsi qu'il nous a fait appel. Quand il nous a fait appel, nous sommes assis et nous avons réfléchi ensemble.
Et dans cette réflexion, il s'est trouvé que nous avons pris beaucoup de décisions. D'abord, la première décision, c'était les tests. Nous avons parcouru les tests et nous nous sommes aussi référés aux 2 années de mandat du président sortant, du président Jean-Marie Angwa. Et nous avons vu que la manière dont le bureau a fonctionné, le bureau du président Jean-Marie Angwa, la manière dont le bureau a fonctionné, les difficultés que ce bureau a rencontrées de façon pragmatique sur le terrain, et vu que dans les tests, il y avait des éléments qui manquaient, il y avait des ingrédients qu'il aurait fallu du moins, pour que ces difficultés ne soient pas, alors nous avons décidé d'y remédier. Mais si nous avons eu le courage de penser à apporter des modifications dans le test, c'est parce qu'à l'origine, l'ambassadeur, M. Bois-Camon, avait donné plein pouvoir au président Yaya. Et on me dira, mais pourquoi est-ce que c'est l'ambassadeur qui donne plein pouvoir à un président du comité électoral de toucher les tests? Et là encore, je dirais que c'est légitime, parce que lorsqu'il y a 2 ans de cela, nous avons écrit les tests, nous avions donné à l'époque plein pouvoir à l'ambassadeur d'avoir une emprise sur les tests. Et nous sommes encore allés plus loin pour dire que c'est l'ambassadeur qui doit choisir le président du comité électoral. Et donc c'est fort de ce test légal, c'est fort de ce test que l'ambassadeur a choisi Yaya pour être le président du comité. Et c'est fort aussi de ce test que l'ambassadeur a demandé à Yaya, en tout cas, de lire les tests et d'y remédier, de l'étoffer pour que le bureau prochain ne puisse pas rencontrer les mêmes difficultés. Donc, cela dit, si nous avons apporté ces modifications dans les tests, que nous allons vous lire tout à l'heure, c'est parce que le président Yaya a eu le quitus de l'ambassadeur et donc c'est dans la droite ligne de la légalité des tests. Donc nous n'avons pas failli. Nous n'avons pas failli. Je le dis très clairement pour que ceux qui vont faire les commentaires encore dans la communauté le sachent. Pour que ceux qui vont regarder la vidéo de cette rencontre sachent que le comité n'a pas failli à sa mission. Pour que ces gens sachent que le comité n'a pas outrepassé son pouvoir. Nous l'avons fait parce que c'est légal. C'est légal. Donc, voilà le côté test. À ce stade, dans le message que nous avons publié, les propositions que nous avons apportées, que nous allons lire tout à l'heure, sont encore au stade de proposition. Ce n'est pas encore définitif. Et c'est tout le sens de la rencontre que nous avons aujourd'hui. Nous allons vous les lire. Maintenant, si vous êtes d'accord, dès l'instant où vous êtes d'accord, alors ça devient légal. Ça devient légal et ça va s'imposer à la présidente qui sera élue demain. Si vous n'êtes pas d'accord, alors ce sera retiré. Donc, nous n'imposons rien à la communauté. Pour dire que nous ne sommes pas des trépatueurs, nous ne sommes pas des magouilleurs, mais nous travaillons avec une conscience patriotique. Et donc, comme le vice-président l'a dit, et on était dans cette même salle avec l'ambassadeur. Le jour où j'ai été désigné, il y a eu un débat. Liste des présences est là. Tu peux lire. Oui. Bon, la liste de présence, c'est encore... Première personne, Nestor Brou, moi-même. Deuxième personne, Maria Marcou. Oui. Troisième personne, Simplice Ongui, n'est pas là. Quatrième personne, M. Lucien Martial Godot. Cinquième personne, M. Jean-Paul Leba. Sixième personne, professeur Kone Seydou. Septième personne, M. K. Tano. Huitième personne, M. K. Koulibaly. Non, c'est une femme. C'est K. Koulibaly Victorine.
9e personne, Madame Kone Odile. 10e personne, Monsieur Savané Yaya. Et 11e personne, Madame Nicole Gueye. Donc il y avait 11 personnes. C'était le 13 février 2015. Dans cette même salle, il y a eu débat. Comme Nestor l'a si bien dit, nous avions pouvoir de faire des retouches, de sorte que ce qui avait posé des difficultés, des points de conflit dans le texte précédent, donc une entrave au fonctionnement normal même du bureau sortant, ne devrait plus pouvoir se reproduire. Donc, tenez à ce que ces élections-là se passent en sa présence avant qu'il ne parte. Et voilà donc comment ces problèmes de date, on nous accuse de précipitation. Excusez-moi, bonsoir à tout le monde. Je parle en ma qualité de candidate à la présidence du Diaspora Ivoirien UK. Je crois que cette réunion a été convoquée, cette rencontre a été convoquée pour rencontrer la communauté. Vous voyez bien dans cette salle, il n'y a que ma délégation et moi-même. Et 2 personnes de la communauté. C'est vrai, nous sommes concernés, mais n'oubliez pas que nous sommes en campagne. Nous sommes venus juste pour intervenir, et nous allons partir. Nous allons vraiment nous excuser. Nous ne pouvons pas assister à toute la rencontre, parce que ce n'est pas forcément de nous qu'il s'agissait, c'était de la communauté qu'il s'agit. Nous avons fait acte de présence pour prendre parole, nous exprimer et expliquer notre programme à la communauté. Nous constatons qu'aucun des candidats, je crois que c'est que des femmes, même pour le commissariat au compte aussi, donc aucune des candidates n'est présente. Nous allons vous demander le micro maintenant, dire ce que nous avons à dire à la communauté et partir parce que les autres sont en campagne. Je crois qu'à l'intérieur de la procédure, il y a une information. Nous, en tant que comité électoral, nous ne savions pas que tous ces gens présents ici appartenaient à l'équipe, à l'état-major de la candidate Nicole Gueye. Donc, qui n'est pas de l'équipe de Nicole Gueye alors? Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Ok, d'accord. Ce que j'ai à dire ce soir est que vraiment je remercie d'abord tous ceux qui sont là et surtout M. Brou, je ne sais pas, mais c'est Brou quoi? Nestor. Brou Nestor et Yaya Savané. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous avez fait beaucoup pour les 2 candidates. Bon, malheureusement, l'autre, elle n'est pas là. Ben, ce qui est sûr, nous, on est là pour la campagne. Nicole Gueye, vous avez la parole. Chers frères, chères sœurs, chers Ivoiriens, bonsoir. Je voudrais, pour commencer, me représenter à vous, parce que ça fait quand même quelques semaines que nous sommes en campagne. Et à chaque fois que je prends le micro, je me suis toujours présentée. Ça ne me dérange pas de le faire encore ce soir. Donc je suis Madame Nicole Gueye, épouse Fregno. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Comme vous le constatez, je suis candidate pour la présidence de la Diaspora Ivoirienne UK, notre organisation fêtière. Je suis là ce soir. J'attendais depuis un certain temps cette rencontre qui a été reportée plusieurs fois. C'est la 3e fois que cette rencontre se tient aujourd'hui. Et pour encore une fois prouver ma disponibilité pour ma communauté, vous voyez, dans cette salle, je suis là avec toute mon équipe prête à se mettre au service de la communauté. Cela signifie que, quelles que soient les charges que nous avons, quel que soit le calendrier que nous avons, nous sommes toujours prêts à prouver aux Ivoiriens que là où il s'agira de la cause des Ivoiriens, nous serons toujours présents. Voilà pourquoi, depuis le samedi 16, où la première rencontre devait se tenir, cette rencontre qui a été carrément annulée, nous ne sommes pas découragés. Nous avons appris qu'il y aurait une autre rencontre le dimanche 17.
nous étions encore prêts, mon équipe et moi. Cette rencontre a été encore annulée. Et aujourd'hui, à quelques heures des élections, on nous apprend encore que nous devons nous rendre à l'ambassade. Nous sommes venus massivement. Cette salle est remplie de moi, ma délégation et moi. Ceci dit, je suis là ce soir donc pour parler de mon programme, rapidement, en quelques points. Vous savez, comme nous constatons tous, la communauté ivoirienne tente plus ou moins à s'organiser. Voilà plusieurs années que nous sommes ici. La diaspora ivoirienne n'est toujours pas solide. Nous vivons dans une certaine léthargie et il est temps pour nous les Ivoiriens de prendre conscience et de poser un devoir, un acte de devoir, un acte de responsabilité. Voilà pourquoi, quelles que soient mes occupations, je me porte donc volontaire à aider ma communauté, à contribuer à bâtir ma diaspora. Vous avez constaté que les Ivoiriens n'ont pas vraiment de base. Cela signifie simplement que nous n'avons pas de repère, nous n'avons pas un endroit en dehors de notre ambassade, un endroit où tous les Ivoiriens peuvent se retrouver. Et cela est une préoccupation pour moi. Je suis venu ce soir pour dire aux Ivoiriens que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une maison, d'un toit qui doit nous protéger. Et ce toit, nous allons l'appeler la maison des Ivoiriens. Alors, si je suis la tête de la diaspora, ce sera ma première priorité. Enlever donc la diaspora ivoirienne UK au sein de l'ambassade, parce que notre ambassade appartient à nos autorités. L'ambassade, c'est vrai, la communauté a besoin de l'ambassade, mais pour les services consulaires. Sinon, en dehors des services consulaires, vous comprenez que l'ambassade ne nous apporte pas grand-chose. Lorsque nous n'avons pas besoin de visa ou de nos extraits de naissance, pour tout autre problème que nous venons à l'ambassade, nous n'avons jamais de réponse, de solution. Alors, nous avons compris que nos problèmes se trouvent, la solution de nos problèmes se trouve dans la main de notre communauté. Alors, nous allons nous organiser en dehors de notre ambassade. Et donc, les quelques semaines qui vont suivre, si je suis élu, c'est de trouver un bureau en dehors de l'ambassade où nous allons commencer à bâtir notre diaspora. La deuxième chose, lorsque nous serons en possession donc, de notre centre culturel, que j'ai appelé la Maison des Ivoiriens, nous allons nous organiser. Et au sein de cette maison, nous allons nous rassembler. Nous allons nous occuper de nos problèmes. Parce qu'une diaspora, ce sont les problèmes, c'est la réussite, c'est l'intégration de sa communauté. Et tous ces éléments-là, nous allons les débattre au sein de notre maison. Je vais commencer par le problème de la jeunesse. Et comme je l'ai toujours dit, notre jeunesse est plus ou moins abandonnée à elle-même ici. Les statistiques sont claires. Nos jeunes enfants ont des difficultés à l'école. Nos jeunes enfants sont emprisonnés. Nous avons 25% de la jeunesse qui est en prison. Nous allons nous occuper de cette jeunesse-là. La première chose que nous allons faire, c'est de créer une commission éducation et formation pour la jeunesse. En ce qui concerne l'éducation, nous allons commencer par les plus petits. Donc il va falloir tout faire pour ouvrir des centres d'éducation, comme toutes les autres communautés. Vous voyez, les Indiens, ils appellent ça tuition center. Quand tu es dans ton quartier, ton enfant vient de l'école, quand il a besoin d'un suivi scolaire, le premier centre qu'il y a ouvert, quand il y va, c'est les Somaliens, c'est les Indiens. Et nous allons ouvrir un centre, d'abord dans le sud, où il y a une grande densité des Ivoiriens, ensuite dans les autres quartiers de Londres. Après, donc, nos enfants du primaire, nous allons nous occuper des enfants du secondaire. Nous avons aussi constaté que le GCSE, nos enfants ont du mal à obtenir cet examen-là.
Et donc, ces enfants-là seront suivis aussi, au même titre que les plus petits. Et ensuite, leur orientation. Parce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas le système, qui ne comprennent pas le système de l'éducation ici. Après le JCSI, où va notre enfant, ils ne savent pas. Et au sein de notre maison, nous aurons des compétences, des personnes, des éducateurs auxquels nous allons faire appel, des éducateurs ivoiriens bien sûr, qui viendront informer les parents, qui viendront encadrer les enfants. Après, donc la jeunesse, nous avons les femmes. Alors, les femmes ont beaucoup de difficultés ici. Les femmes ivoiriennes, il y en a beaucoup qui sont des mères seules. Alors, il faut aider ces femmes-là. Celles qui ne travaillent pas, on peut les aider à réintégrer des formations, des trainings. On peut aussi les aider à s'installer à leur propre compte. Il y a des fonds pour ça. Et nous allons nous battre pour que ces femmes-là obtiennent des fonds et s'installent à leur propre compte. Ces femmes-là aussi seront aidées parce qu'il y en a qui luttent avec leurs enfants. Il y en a qui souffrent seuls. Ce sont des enfants qui sont constamment arrêtés par la police. Elles ne savent pas que faire. Elles souffrent en silence. Et lorsque nous serons tous dans la même maison, ce sera un peu plus facile pour elles de s'exprimer. Donc, la maison des Ivoiriens va aussi servir à cela. Après les femmes, nous allons donc parler des Ivoiriens qui sont restés ici longtemps et qui veulent rentrer au pays. Ceux-là ont besoin aussi de conseils, d'orientation. Alors, nous allons organiser des ateliers, voire des forums d'information et d'échange pour voir quelles sont les possibilités pour ces personnes-là. Parce que pour certains, ça fait 20 ans, 30 ans. Ils n'ont plus envie de rester ici, mais ils ne savent pas comment rentrer au pays. Et ça doit se discuter. Nous aurons une commission pour cela. Ensuite, nous aurons ce qu'on appelle le Ivory Coast Day. Ivory Coast Day est un événement de rassemblement. Parce que lorsqu'on parle de rassemblement, d'unité, ce n'est pas de se rencontrer et de parler seulement. Ça peut être difficile parce que vous savez que nous avons tous été affectés par la politique et le dialogue est devenu un peu difficile dans la communauté. Mais lorsque nous allons organiser des actions sociales donc, qui concernent la chose commune, en ce moment-là, les Ivoiriens vont se retrouver. Parce que le Ivory Coast Day, ce sera un événement annuel qui va peut-être même se passer le jour de notre fête d'indépendance et qui va réunir tous les Ivoiriens. Parce que ce jour-là, nous allons nous amuser, nous allons faire la promotion de notre culture, nous allons aller à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, pour demander à tous les Ivoiriens de nous démontrer ce qu'ils savent faire sur le plan culturel. Et ça, nous allons nous retrouver soit dans une salle, soit dans un espace public, et nous allons célébrer notre culture, nous allons faire la promotion de notre pays. C'est la chose commune. Et ça va nous rassembler. Ensuite, la diaspora. Lorsqu'on parle de diaspora, par définition, la diaspora, c'est la dispersion du peuple en dehors de son pays d'origine. Donc la diaspora ivoirienne, UK, concerne tous les Ivoiriens qui sont au Royaume-Uni. Alors, le bureau de la diaspora doit être composé de tous les Ivoiriens, même ceux qui ne sont pas à Londres, parce que nous n'allons pas cautionner une diaspora londonienne. C'est une diaspora qui appartient à tous les Ivoiriens. Nous allons identifier des grandes villes à l'intérieur de UK et installer des bases de la diaspora là-bas, pour que lorsque nous voulons faire un événement, lorsqu'il s'agit des Ivoiriens, que tous les Ivoiriens soient concernés. Ensuite, je disais tout à l'heure que la diaspora va quitter le sein de l'ambassade pour se retrouver dans la communauté. Parce qu'il s'agit de la chose de la communauté. Alors, comment on va faire cela? On impliquera tous les Ivoiriens. Donc, toutes les associations ivoiriennes, puisque c'est une fêtière, toutes les associations ivoiriennes à participer pleinement à la gestion de notre organisation fêtière. Donc, je compte représenter donc toutes les associations, soit par région,
soit par groupe ethnique, pour qu'on soit tous représentés dans cette organisation. Et ça va se discuter dès que je suis à la tête de notre fêtière. C'est-à-dire, on parle de la communauté ivoirienne ici au Royaume-Uni. Quelles est donc les relations, quelles sont les relations entre notre communauté ivoirienne ici et notre pays hôte? Parce que nous, les Ivoiriens, lorsque nous nous manifestons, lorsque nous faisons nos activités, nous avons l'impression que nous sommes en dehors du Royaume-Uni. C'est toujours les Ivoiriens. Même nos frères, nos voisins ghanéens, sont pratiquement jamais invités à nos manifestations. Nos voisins nigériens ne sont pratiquement jamais invités à notre manifestation. Je parle d'une invitation officielle. À plus forte raison, les autorités anglaises, les autorités britanniques. Je n'ai jamais vu le maire Boris Johnson venir à une seule manifestation des Ivoiriens. Alors que nos frères les Camerounais réussissent à le faire chaque année. L'année dernière, j'étais au Cameroun Day. J'ai vu Boris Johnson venir à leur manifestation. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être en Angleterre, faire des manifestations et être aussi si isolé donc, de la vie sociale britannique. Et c'est cela que nous allons régler lorsque je serai à la tête, parce que j'ai la possibilité de le faire. J'ai un carnet d'adresses, j'ai les relations qu'il faut, je sais comment rentrer en contact avec ces personnes-là pour les faire venir, pour les intéresser à la communauté ivoirienne. Nous n'allons pas vivre ici dans l'isolement. Cela fait partie de l'intégration de la communauté au Royaume-Uni. Alors, une autre chose qu'on a constatée, c'est le manque de partenariat ou bien le manque même de l'implication de nos joueurs, de nos célébrités, comme on le dit. Parce qu'au Cameroun Day, j'ai vu Samuel Eto'o venir soutenir sa communauté. Et pourtant, nous avons aussi nos jeunes frères qui sont des internationaux et qui pourraient éventuellement nous apporter de l'aide, qui pourraient aussi s'impliquer dans notre communauté. Alors, nous avons Didier Drogba qui est là, nous avons Yaya Touré, si je peux citer que cela. Ainsi, je parlerai maintenant de comment va fonctionner de façon pratique la diaspora ivoirienne UK. Il faut dire que la genèse de cette organisation, il y a eu une enveloppe de 20 000 $ que le président Alassane Ouattara a remis à la communauté pour qu'elle puisse s'organiser. Cela va tout de suite expliquer ma contribution donc dans l'organisation, dans notre organisation fêtière. Lorsque les élections se sont tenues en 2012, M. Jean-Marie Angoua a remporté la victoire, a formé son bureau avec sa commissaire aux comptes qui a été aussi élue, donc mon adversaire aujourd'hui qui s'appelle Mme Kone. Les deux ont formé leur bureau et ont géré l'organisation. Au bout de quelques mois, les caisses ont été vidées parce qu'ils ont eu leurs activités, leurs différentes activités. Alors, ils étaient coincés. C'est comme ça qu'un matin, le président Jean-Marie est passé me voir à mon cabinet, puisque, pour la petite parenthèse, je suis responsable d'une entreprise sociale qui est basée à l'est de Londres, où j'ai fait la consultance. Et je suis aussi responsable de recherche de fonds, de tout ce qui est projet communautaire. Je contribue beaucoup à la communauté parce que la plupart des organisations ivoiriennes viennent là-bas. Charity, associations, même les églises viennent là-bas. Il y a aussi des responsables de mosquées qui viennent là-bas pour obtenir des fonds pour organiser les différentes activités. Et donc, par rapport à ça, M. Angoua, donc président de la diaspora, est venu me voir, me dit: ma soeur, j'ai appris que tu peux nous aider. Nous sommes coincés, les caisses sont vides, nous avons tourné, nous avons rencontré des Nigérians, des Ghanéens et même des Ivoiriens pour nous aider à trouver des fonds. Parce que sans fonds, l'organisation ne peut pas fonctionner. Ces derniers nous ont demandé beaucoup d'argent. Ils nous ont demandé aussi des commissions très élevées, c'est-à-dire 40%.
30%. Alors nous sommes venus te voir. Et c'est comme ça que, consciente donc de la réussite de ma communauté, consciente de l'épanouissement de ma communauté, je leur ai dit, je vais venir, je vais travailler pour la communauté. Seulement, vous savez, c'est mon entreprise, je travaille pour ça. Alors, je pourrais contribuer à beaucoup de choses, mais faire les levées de fonds, vous n'allez rien me donner. Seulement quand on aura l'argent, je prendrai 10%. Et ça, nous nous sommes entendus et je suis rentré dans la diaspora comme étant responsable donc de la stratégie financière et de la planification. Je suis arrivé, j'ai fait 1 an et demi dans ce bureau. J'ai restructuré donc la diaspora ivoirienne UK. J'ai permis donc à l'organisation fêtière d'avoir une identité légale parce que c'est moi qui ai fait toutes les paperasses. Ensuite, lorsque la diaspora était maintenant, remplissait les préalables d'une organisation charitable reconnue légalement au Royaume-Uni, j'ai fait la première demande de fonds. Nous avons reçu 7000 pounds. J'ai donc demandé ma commission de 10% et on m'a donné mon chèque. J'ai continué de travailler. Nous avons fait 6 activités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon nous n'avons pas trop de temps, mais nous avons fait 6 activités. Et pour dire que j'ai pleinement rempli ma mission au sein de la diaspora. Seulement, lorsque j'étais présente là, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup à faire pour la communauté. Et donc, j'ai accompagné le bureau jusqu'à la fin du mandat. Et maintenant que nous sommes à la fin du mandat, le président Jean-Marie étant indisponible, étant sa vice-présidente, j'ai décidé de continuer le travail. Donc, aider ma communauté, contribuer, lui faire avoir des fonds. En parlant de fonds, c'est mon travail. Aucune organisation ne peut fonctionner sans fonds. La preuve, ils étaient coincés. Lui et sa commission au compte étaient coincés. Ils sont venus me voir. Et j'ai fait le travail. Beaucoup d'Ivoiriens ici peuvent témoigner. La plupart de leurs organisations sont venus me voir. Je me rappelle, même mon secrétaire général, Drissa Bamba, est venu me voir pour sa petite organisation. J'ai aussi levé les fonds pour lui. Jean-Paul Leba, lui aussi. Et beaucoup d'autres compatriotes qui sont venus me voir. Les fonds sont là. Ce pays fonctionne par communauté. Vous êtes une communauté, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de fonds. Il suffit de vous adresser aux personnes qu'il faut. Et ça, j'ai une base de données pour ça, parce que c'est mon travail. Et tous les fonds que j'ai pu faire venir au sein du bureau, j'ai encore de bonnes relations avec ces organisations-là qui nous ont donné cet argent. J'attends que l'organisation soit stable, parce que vous savez, là, ici en Europe, les gens, c'est la stabilité. Voilà pourquoi mon souhait serait que M. Jean-Marie Angoua continue ce mandat, puisqu'il avait la possibilité. Voilà pourquoi je suis rentré dans cette campagne très en retard, parce que je suis resté loyal à mon président, et j'étais là pour l'aider. J'étais là pour aider mon bureau, pour réussir à stabiliser d'abord l'organisation. Ensuite, lorsque le président aura accompli son devoir, nous allons chercher donc à le remplacer, à le relayer et puis continuer le travail. Malheureusement, de façon précipitée, je me sens vraiment responsable de continuer ce travail. Mais ça ne me dérange pas. Je pense que j'ai les capacités de le faire, puisque je l'ai fait la première fois que j'ai été appelé. C'est donc pour moi une continuité.